Je souhaite la bienvenue à toutes et tous et je remercie d'emblée Francine Boll de m'avoir sollicité pour modérer cette table ronde, ainsi que tous les organisateurs de ce colloque Résurgence de l'antisémitisme, réalité, fiction, usage. Comme nous avons peu de temps, je vais parler moi-même le moins possible. Néanmoins, je vous dis juste d'où je parle parce que cela me semble essentiel dans un débat comme celui-ci et dans un colloque comme celui-là sur un sujet comme celui-ci. Je n'ai aucune légitimité académique sur l'antisémitisme, sur l'histoire de la Shoah. Je ne travaille pas du tout sur ces questions. Je travaille sur la Russie et le Caucase en sciences politiques. Néanmoins, c'est évidemment une question, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Ken Loach, qui m'a beaucoup interpellée. Et alors voilà, je ne sais pas à quel titre, en fait, voilà, l'équipe du colloque m'a demandé de modérer cette table ronde, mais j'ai tout de suite accepté parce que je trouvais que c'était éminemment important qu'un débat soit possible, apaisé, calme, sur une question qui a, à proprement parler, assez largement turbulé et fait turbuler l'ULB, pour ne pas dire même... peut-être réactiver certaines lignes de clivage, voire de fracture. Hein. Je me souviens d'une parole de Jean croisé à la cafette en plein mois d'avril disant « À mes yeux, c'est la crise la plus grave qui ait secoué l'ULB depuis bien longtemps ». Et à ce titre-là, j'ai donc accepté de modérer en me disant de toute façon, il n'y a rien de plus sain qu'un débat, un dialogue, une tentative de reposer les arguments, avec une question néanmoins qui est... celle de savoir, et c'est une question que j'ai et qui fera partie du questionnement que je poserai, est-ce que plus de 6 mois après les événements, si on peut dire, est-ce qu'il y a matière à reposer les coordonnées du débat d'une autre façon? Parce que si c'est pour uniquement répéter tout ce qui a déjà été dit au mois d'avril, jour après jour, hein, dans une chronique assez dynamique, qui s'est accéléré à l'horizon du 26 avril, ça n'a peut-être pas grand intérêt que de revoir, entre guillemets, figés dans le formol, les mêmes arguments, s'opposer, peut-être dans certains cas dans un dialogue de sourds, peut-être... Alors voilà, l'enjeu, il me semble, et le pari d'un tel débat, c'est peut-être d'essayer de reprendre cette question par un autre angle ou avec une forme de prise de recul ou de maturation suite aux événements. Est-ce que c'est possible ou non, nous le verrons, mais c'est un petit peu quand même l'idée que j'ai, sinon j'aurais pas accepté juste de mettre bout à bout des tribunes se répondant de l'Écho du soir qui sont parues dans la presse, comme vous avez pu le suivre, je suppose, pour une grande partie en tout cas du public ici présent et que je remercie encore d'être là. Alors quand Francine m'a sollicité, le panel était déjà constitué, le panel des intervenants. Vous connaissez aussi sans doute, mais que je représente très rapidement, Jean Vogel, donc professeur à l'ULB et à la tête de l'Institut Liebman, Nicolas Sommerstein, qui est rédacteur en chef de la revue Regard du CCLJ, le Centre communautaire laïque juif, et Vincent Engel, auteur, écrivain, spécialiste de littérature à l'UCL, essayiste. Et j'avais d'ailleurs, lorsque j'ai été sollicitée, demandé mais est-ce qu'il y aura Guy Archer ou Joël Kotek, un collègue de l'ULB qui ont été directement impliqués dans ce débat du mois d'avril. Et là, Francine m'a répondu que c'était Nicolas qui venait pour représenter le CCLJ en tout cas. Donc voilà, je tenais aussi à rappeler ça. On a un horaire court. Quelques jalons historiques rapides et quelques éléments de questionnement avant de passer la parole en premier à Nicolas Sommerstein, en deuxième à Vincent Engel, donc les invités venant de l'extérieur, en troisième à Jean Vogel, chacun pour une dizaine de minutes dans un premier temps pour exposer les arguments principaux. Et ensuite, deuxième tour de parole, afin que chacun puisse réagir à ce qu'il vient d'entendre de la part des collègues. Et ensuite, nous donnerons la parole à la salle. Donc, je vais essayer de garder une demi-heure pour donner la parole à la salle, sachant que moi, je devrais partir assez rapidement, hélas, après la fin de cette table ronde. Donc, très rapidement et de mémoire, mais sans rentrer dans le détail, un tout petit concentré chronologique. Décembre 2017, le recteur Yvon Angler présente au conseil académique les personnalités qu'il compte décorer en tant que DHC institutionnel, puisque comme vous le savez, il y a 4 DHC qui émanent de propositions des facultés et 4 DHC qui sont qualifiés d'institutionnels, qui en quelque sorte transcendent la question des disciplines et des facultés.
porter, et qui sont censés en tout cas incarner une portée symbolique importante. Et à ce titre-là, M. Yvon Angler propose au conseil académique Mme Christiane Taubira, M. Ahmet İnsel, M. Siegi Hirsch et M. Ken Loach. Je ne sais pas, je suppose même que vous n'avez pas besoin que l'on présente les 4 personnes. On pourra revenir si vous avez des questions. Le conseil académique valide et pendant quelques mois, donc tout est, les choses suivent leur cours. Personne ne se préoccupe particulièrement de cela, si ce n'est la cellule communication qui commence à travailler sur la prise de contact avec les 4 récipiendaires. Et le 15 mars, les noms de ces 4 récipiendaires sont rendus publics. Et le 24 mars, je crois, si ma mémoire est bonne, Monsieur Jacques Brocchi, sénateur et professeur à l'ULB, émérite peut-être, enfin je ne sais pas dans quelle échelle de génération on se trouve, mais diffuse en tout cas, exprime publiquement sa contestation sur le choix de la personnalité de Ken Loach. Et à partir de là, voilà, le 3 avril, un premier communiqué dans la newsletter du CCLJ est diffusé, et donc posant des questions de façon en tout cas assez confrontante, en questionnant vraiment le bien fondé de la remise d'une telle décoration à M. Ken Loach, en pointant essentiellement, si ma mémoire est bonne, il y a eu 4 communiqués du CCLJ dans 4 newsletters, mais dans le premier, si ma mémoire est bonne, il s'agissait vraiment en tout cas d'épingler une forme de tolérance chez M. Loach, en tout cas de non-condamnation suffisamment explicite de dérives, d'insinuations, de lignes troubles, quant à la question de la pièce de théâtre Perdition de Jim Allen, sur laquelle on pourra revenir donc en 87, quant à une interview qu'il a donnée à la BBC, reprise dans le Guardian en septembre 2017. Et puis donc à partir de là, on est vraiment dans une dynamique, alors je ne sais pas comment il faut la qualifier au mois d'avril 2018, un feuilleton, une saga, qui n'a rien en tout cas de comique, qui est beaucoup plus vraiment de l'ordre d'un emballement entre donc des différents points de vue qui s'expriment, mais qui sont aussi quelque chose de très fort de l'ordre de la confrontation. On peut même parler de 2 camps, d'une certaine façon, qui à la fois se structurent au sein de l'université, mais aussi, bien sûr, qui débordent au-delà de l'université et qui deviennent un débat de société. Alors, avec tout ce qu'il y a peut-être de réjouissant dans le côté débat de société, au sens où les paroles sont publiques et où les arguments sont échangés, ils sont forgés, ils sont souvent aiguisés. Les uns vont chercher dans les déclarations, les citations, en les rendant dans leur contexte. Les autres viennent sur des questions de principe fermes et intangibles. Et monsieur le recteur, le 7 avril, poste en ligne sur Facebook une vidéo dans laquelle il exprime sa profonde affliction, à la fois sur le plan personnel et sur le plan institutionnel, en disant que sur le plan qu'il est blessé, et en disant que sur le plan institutionnel, puisqu'il porte crédit aux associations qui le confrontent, il leur porte un crédit de sincérité et d'intelligence totale, mais donc il dit du coup, je ne peux supposer uniquement comme cause de ce qui est en train de se passer qu'un malentendu, et donc il fait une distinction entre l'œuvre cinématographique de Ken Loach, retenue dans le cadre de l'année des diversités pour un DHC, et les positions politiques de Ken Loach sur la question israélo-palestinienne. Et donc Ken Loach ne fait pas mystère dans son engagement très, très, très critique vis-à-vis d'Israël. Et ce à quoi répondent les associations qui ont été très touchées et choquées par ce choix, qu'il ne s'agit pas de l'œuvre cinématographique, qui est parfaitement admirable et que la question n'est pas là, mais qu'il s'agit des déclarations de Ken Loach sur la pièce de théâtre Perdition, sur la question de collusion entre sionistes hongrois et nazis, vous reviendrez peut-être sur tout cela, et sur des expressions souvent floues ou incomplètes, où on ne sait pas s'il parle de la Shoah ou de l'histoire, s'il parle de l'existence de la Shoah. Voilà. Donc, à partir de là, les choses s'emballent, et le 23, 24, 25 avril, vous avez tous suivi les tribunes qui se répondent, signées par les uns, signées par les autres. Je ne vais pas tout détailler parce qu'on n'aura pas le temps, et encore une fois, je veux parler le moins possible, mais ça me semblait important de rappeler tout ça.
Monsieur le recteur, après avoir rencontré les organisations qu'il avait confrontées et interpellées, décide de rester en ligne avec la décision initiale. Le conseil académique, l'assemblée plénière réaffirme leur soutien unanime à cette décision. Et alors que, encore le 25 avril, les choses débordent même sur le champ politique, à travers, on pourrait dire, un déménagement du débat ou une appropriation du débat par les partis politiques ou par le Premier ministre d'un côté faisant une déclaration le 25 avril, Paul Magnette de l'autre côté lui répondant. Bon. Donc les choses quand même s'emballent. Et le 26 avril a lieu la cérémonie. Monsieur Ken Loach est là aux côtés des 3 autres récipiendaires qui, eux, n'ont rien trouvé à redire au fait que ce cinéaste soit décoré au même titre qu'eux. Mais, et j'en finirai là avant de vous donner la parole, comme le dit Pierre Mertens le 28 avril, c'est-à-dire après tout ce mois extrêmement éprouvant, en tout cas pour ceux qui ont pu être liés d'une façon ou d'une autre à cette polémique. Et si ce n'était qu'un début, le débat autour de Ken Loach n'est clos que pour les aveugles volontaires et les amnésiques d'habitude, dit Pierre Mertens. Et c'est sur cette phrase-là que j'ouvre le débat, puisque ce n'est qu'un début. Donc on continue à discuter. Et je donne la parole maintenant, sans plus tarder, à Nicolas Sommerstein pour une entrée en matière sur le pourquoi des communiqués, des 4 communiqués et de la position du CCLJ avec d'autres organisations, avec d'ailleurs une augmentation de communiqué en communiqué du nombre d'associations qui se sont joints à cette protestation. Merci. Enfin, je veux plutôt essayer de vous expliquer pourquoi j'ai pris la décision, moi à titre personnel, de participer à cette mobilisation contre sa désignation comme docteur honoris causa. En fait, je n'avais pas découvert le militantisme politique de Ken Loach en mars 2018, lorsque l'ULB rend publique la décision de lui décerner le titre de docteur honoris causa. À vrai dire, c'était surtout depuis quelques mois qu'il était dans mon collimateur, si je peux m'exprimer ainsi, surtout depuis décembre 2017, suite à cette tristement célèbre interview qu'il avait accordée à une journaliste de la BBC en marge du congrès annuel du Parti travailliste qui se tenait à Brighton. Car en environ 2 minutes, il a tout dit de ce qui fait l'objet de la polémique. Tout d'abord concernant l'antisémitisme, alors qu'il y a des incidents antisémites qui se sont multipliés au sein du Parti travailliste depuis plusieurs années, et que même le très controversé dirigeant de ce parti, Jeremy Corbyn, reconnaît lui-même, et ce à plusieurs reprises, qu'il y a un problème, que des tendances antisémites se sont enracinées au sein de ce parti et que bien souvent elles ont été balayées d'un revers de manche, Ken Loach, lors de cet entretien, s'obstine à nier le problème en déclarant, je cite, qu'il s'agit de fausses histoires d'antisémitisme destinées à déstabiliser l'autorité et le leadership de Jeremy Corbyn. Mais ce n'était pas tout. Quelques mois plus tard, dans un meeting de soutien à Corbyn organisé à Bristol, Ken Loach exige l'exclusion du Parti travailliste, des députés, des élus qui ont participé à une manifestation organisée en mars 2018 devant le Parlement de Westminster pour dénoncer cet antisémitisme. Alors, petite parenthèse, il existe une tradition quand même de tolérance et de libéralisme au sens politique au sein du Parti travailliste qui permet à des voix divergentes de s'exprimer, à commencer par Jeremy Corbyn qui lui-même, lorsqu'il n'était que simple député, votait pendant une certaine période systématiquement contre le gouvernement travailliste de Tony Blair, je ferme la parenthèse. Et donc le problème est là. Si dénoncer des faits graves d'antisémitisme constitue un sinistre complot contre Corbyn, alors maintenant que les choses ont évolué, je vous pose la question aujourd'hui, que faut-il penser du refus d'une section locale de ce même parti, dans le comté de Durham, dans le nord de l'Angleterre, le refus de voter une résolution condamnant la tuerie de la synagogue de Pittsburgh aux États-Unis, commis pourtant par un militant néo-nazi américain, parce que cette résolution aurait trop mis l'accent sur l'antisémitisme. Ça, c'est pour l'antisémitisme. Nous dans la seconde partie de cet entretien, ce qui tourne autour du négationnisme. Il se montre incapable de répondre à une double question extrêmement simple qu'il aurait pu évacuer en quelques secondes. On lui demande, la journaliste BBC, très anglaise, vraiment pas de type éditorialiste, elle lui demande si, au cours de ce congrès, il y aurait une session se serait tenue au cours de laquelle on aurait discuté sur la question oui ou non l'Holocauste.
Et ensuite, elle lui demande s'il condamne le négationnisme. À ces deux questions, il ne répond pas, il refuse. Et il se perd dans des propos ambigus sur, je cite, l'histoire qui est là pour être discutée par nous tous. Et ensuite, il glisse sur la création d'Israël et les nettoyages ethniques qui ont accompagné cette création. Alors, il y a comme une petite musique désagréable. Alors, je ne sais pas si c'est du négationnisme, mais en tout cas, qui nous dirige par là. Alors, Loach est évidemment plus habile que Garaudy dans l'instrumentation de la Shoah, qu'il ne nie pas. Je dis bien, il ne la nie pas. Le problème de Loach est différent, c'est plus subtil. Mais il est tout aussi obsédé que Garaudy par la création d'Israël, et j'y viendrai ensuite, par ce dont on va parler, le fantasme de l'alliance sionisme-nazisme, pour affirmer d'une part que les sionistes sont complices de l'extermination des leurs, donc des juifs d'Europe, et d'autre part qu'ils mènent en Israël une politique analogue à celle des nazis par rapport aux juifs, mais envers les Palestiniens. Alors c'est ce qu'on retrouve dans les mythes fondateurs de la politique israélienne de Garaudy, mais c'est vrai que chez Garaudy c'est d'une manière négationniste, puisqu'il affirme, lui il parle de mensonge sioniste de la Shoah, qui sert à justifier la politique expansionniste d'Israël. Alors, je ne suis pas le seul à éprouver ce malaise, puisque le Guardian, qui est le quotidien de centre-gauche de référence britannique, qui lui-même dénonce dans un de ses éditoriaux le déni de Ken Loach, qui le conduit, je cite, à donner une légitimité fallacieuse au négationnisme. Alors, laissons de côté le négationnisme et arrêtons-nous un instant sur ce lien entre Shoah, par rapport à la Shoah, le lien entre sionisme et nazisme, qui n'est pas nouveau chez lui, puisque cela nous ramène, comme Aude Merlin l'a précisé, à cette fameuse pièce 30 ans en arrière, Perdition, où l'on retrouve les mêmes ingrédients. Car Ken Loach est effectivement celui qui a entrepris de monter en 87, de mettre en scène cette pièce de Jim Allen, comme vous l'avez rappelé, qui n'est autre qu'une adaptation d'un autre livre, Sionisme au temps des dictateurs, d'un militant trotskiste américain issu d'une famille juive orthodoxe, un cocktail assez détonnant, Lenny Brenner. Et cette pièce met en scène des dirigeants sionistes hongrois qui négocient avec les nazis l'exfiltration des sionistes vers la Palestine, et ce, avant qu'on éclate la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agit d'une espèce de mélange de deux événements différents. D'abord l'accord de la Havara entre les sionistes et les nazis, et les tentatives de sauvetage des juifs en 1944 en Hongrie. De nombreux historiens, et pas que des juifs, ont souligné les nombreuses distorsions et inexactitudes de Perdition, notamment quand il fait porter la responsabilité de la Shoah non pas tant sur les nazis, mais plutôt sur les juifs sionistes et capitalistes. Et d'ailleurs, le texte est rempli de phrases assimilant le pouvoir du sionisme à celui du nazisme, hein, le couteau sioniste dans la main des nazis, et souligne également l'égoïsme des dirigeants juifs qui, je cite, pour sauver leur peau, vont pratiquement conduire les juifs à la chambre à gaz à Auschwitz. Alors, il y a une petite précision quand même qu'il faut faire, et là, je m'adresse surtout à Vincent Engel, puisqu'il en a parlé dans une de ses tribunes. Lenny Brenner n'est pas un historien spécialiste du sionisme, il n'est pas un historien spécialiste de la Shoah, et il n'est pas un historien du tout. C'est un idéologue trotskiste que, dans cette tribune, vous avez placé sur le même plan qu'un historien digne de ce nom, qui aurait travaillé longuement sur ce sujet et dont les travaux auraient été reconnus et légitimés par ses pairs. Je pense qu'une simple recherche permet à tout le monde de découvrir que les soi-disant travaux de Brenner sont célébrés, mais célébrés par des officines néo-nazis et négationnistes américaines. On peut aussi lire dans l'organe trotskiste Workers' Liberty Pamphlet que Brenner crée un monde fantastique dans lequel les sionistes souhaitaient et attendaient l'Holocauste, et dans lequel les nationalistes juifs les plus fanatiques, donc les sionistes, étaient en réalité de puissants antisémites. Et même David Rosenberg, qui est ici présent, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, a écrit en 1984 à propos de ce brûlot de Brenner que ce livre est mal écrit, mal documenté, qu'il s'agit d'un article digne d'un tabloïd collé à des faits sélectifs et de nombreuses conjectures. Et pour clore la question Perdition, lorsque l'ancien maire de Londres, Ken Livingstone, a tenu à plusieurs reprises des propos antisémites, en 2016, il se réclamait aussi
des écrits de Leni Brenner. Et donc la référence assumée par Loach, par Allen, par Livingstone, nous éclaire, je pense, sur l'obsession antisioniste de ces personnes, enfin de cette nébuleuse, enfin de cette mouvance, et on comprend mieux pourquoi on en arrive à lire des phrases de Jim Allen qui commente sa pièce, qui en arrive à prétendre que Perdition, c'est une phrase terrible, est une histoire, je cite, de dirigeants juifs privilégiés qui collaboraient à l'extermination de leur propre genre pour aider à créer un État sioniste, Israël, un État lui-même raciste. Et ce sont des propos que Ken Loach n'a jamais dénoncés, et je pense qu'il y souscrit pleinement. Et comme l'a dit lors du panel précédent David Rosenberg, ce sont des propos qui blessent, qui font mal, et sûrement qui n'aident pas du tout la cause, et non plus la compréhension de la Shoah de manière générale. Et donc, en admettant que Ken Loach ne soit pas antisémite, ni falsificateur de l'histoire, tendance soft, il y a malgré tout chez Ken Loach des opinions, des propos, des dénis qui incitent ou légitiment une parole antisémite qui malheureusement s'est libérée au sein du Parti travailliste, mais aussi au sein d'une certaine gauche de manière générale. Et donc si la lutte contre l'antisémitisme n'a plus sa place chez les travaillistes britanniques et au sein de la gauche en général, et que les juifs ne peuvent plus compter sur elle pour les défendre contre les antisémites, pire qu'ils doivent même s'en méfier parce qu'elle devient un foyer de haine à leur égard, eh bien je pense qu'il y a un gros problème, et Ken Loach est un des symptômes de ce problème. Et ce n'est pas en lui décernant un titre de docteur honoris causa qu'on résoudra ce problème. Et pour terminer, une dernière chose, je n'ignore pas qu'un docteur honoris causa, ce n'est pas le prix du consensus mou, ce n'est pas le prix du bisounours, mais je pense quand même qu'une université doit veiller à ce que le récipiendaire reflète certaines valeurs qui, je pense, en l'occurrence pour cette affaire, Loach ne reflète pas. Merci beaucoup, Nicolas Sommerstein, pour votre exposé très précis et donc la façon dont vous avez rappelé un certain nombre de faits. Et je vais maintenant donner la parole à Vincent Engel. Donc, vous avez pu lire Vincent Engel pendant cette chronique des événements au mois d'avril. Hein, et il dit lui-même, d'ailleurs, vous dites dans peut-être l'article conclusif en quelque sorte de cette chronique à ce moment-là, chronique de quoi Ken Loach est-il le nom, paru dans le Soir, et vous écrivez la décision de l'ULB de conférer le titre de docteur honoris causa en même temps qu'à d'autres grandes figures de l'engagement, Siegi Hirsch, Harmet Insel et Christiane Taubira, a suscité une hystérie plutôt indigne du monde intellectuel, dans laquelle le réalisateur anglais a été accusé de 2 crimes majeurs, antisémitisme et négationnisme, mêlés d'antisionisme révisionniste. Et vous concluez, alors je suppose que beaucoup de personnes ici présentes ont lu tout ce que vous avez écrit sur cette affaire, vous concluez: l'imaginaire collectif occidental est collectivement malade par rapport à la question juive, entre guillemets question juive, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche. Il est nécessaire de s'y attaquer frontalement, mais sans tomber dans le processus délétère du bouc émissaire. On peut dire que Ken Loach est le nom de cet imaginaire malade, mais je crois surtout qu'il est celui de notre incapacité à éradiquer ce fantasme profond et à faire la part des choses. Alors, vous êtes professeur de littérature contemporaine à l'UCL, vous n'êtes pas représentant de l'UCL ici, soyons bien clairs, voilà. Vous êtes auteur et chroniqueur. La question que j'aurais envie de vous poser, c'est, alors, de quoi Ken Loach est-il le nom? Vous y avez répondu dans cette chronique, mais de quoi l'affaire Ken Loach est-elle le nom? Et qu'est-ce que vous auriez à dire aujourd'hui, plus de 6 mois après cette montée en puissance des fièvres croisées avec les dénouements qu'on sait, mais aussi avec, comme le dit Pierre Mertens, le fait que ça ne fait que commencer. Enfin, en tout cas, le débat est loin d'être clos. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé très piquant que Pierre Mertens m'accuse d'une certaine manière, puisque je suis un peu vidé. C'était où sa fameuse phrase? C'était sur les aveugles sur les aveugles volontaires et les amnésiques professionnels, alors qu'il a préfacé le premier livre que j'ai publié, qui traitait déjà de la Shoah à l'époque. Donc j'ai fait mon mémoire et ma thèse, et j'ai publié beaucoup d'essais sur cette question que j'ai beaucoup étudiée à travers la littérature.
mais pas seulement, entre autres Elie Wiesel. Alors moi je suis tombé dans cette polémique un peu, je ne vais pas dire par hasard, mais bon, je ne suis pas prof à l'ULB, et on n'a pas trop l'habitude d'interférer dans les décisions des autres universités, dans leur choix des DHC. Vous savez que l'UCL a donné son DHC à Aung San Suu Kyi et qu'elle s'est vue contrainte, et on pourrait d'ailleurs discuter du bien fondé de cette décision, de le lui retirer récemment à cause du non-engagement de la prix Nobel, de sa non-prise de position face au massacre des Rohingyas. Donc on m'avait fait suivre, on me dit est-ce que tu es au courant de cette polémique, et d'emblée, vu que cette question-là me touchait, je suis allé fouiller, j'ai été vérifier les accusations, le bien fondé des accusations qui tombaient sur Ken Loach, et il m'a semblé, à tort ou à raison, que ces accusations et ce procès étaient menés avec pas mal de mauvaise foi et avec un présupposé ou un sous-entendu qui était, d'ailleurs Nicolas en a fait l'aveu implicite dans ce qu'il vient de dire, quand tu as dit si l'antisémitisme n'est plus un combat de la gauche, alors il faut se poser des questions. Je ne sache pas que l'antisémitisme n'est plus un combat de la gauche. Je connais énormément de milieux de gauche pour qui l'antisémitisme est toujours une priorité, et ce qui m'est apparu, c'est que derrière cette polémique autour de Ken Loach, il y avait, c'était une des batailles menées contre une gauche qui essaye de retourner à une gauche authentique, et non pas cette gauche qui s'est complètement dévoyée en faisant le jeu du libéralisme tel que notre Parti socialiste peut en être malheureusement l'illustration. Alors sur la méthodologie des accusations portées contre Ken Loach, je suis très sensible à la logique et très sensible aux règles de l'argumentation. Et il y a constamment dans les attaques qui ont été menées des processus logiques qui ferait échouer n'importe quel étudiant présentant un travail de logique dans un cours portant sur ces domaines-là. Notamment les amalgames, les approximations, les extrapolations. Si un tel a dit ça et que Ken Loach a dit un jour qu'il connaissait cette personne, c'est donc qu'il est entièrement d'accord avec tout ce que cette personne a dit. C'est un processus de logique qui est quand même assez discutable. C'est quand même, d'ailleurs, que si vous regardez l'aveu de Costa Gavras, vous verrez que c'est une des méthodes utilisées par les interrogateurs pour faire craquer et pour conduire leurs victimes à la condamnation. Je vais juste vous citer une phrase ici. Une grande partie des pièces que nous citerons est inédite. Certaines, enfin, ont été mentionnées dans de sérieuses études publiées récemment, mais rarement dans leur version intégrale. Or, et c'est là le second principe méthodologique que nous nous sommes imposés, seule la citation du document in extenso permet au lecteur d'en évaluer la portée et les nuances véritables. C'est dans l'introduction de l'ouvrage de Saul Friedlander sur Pie XII et le Troisième Reich, et d'ailleurs il y aurait, ce ne sera pas l'occasion aujourd'hui, mais je compte bien le faire, un rapprochement intéressant à faire entre Perdition et le Vicaire, justement sur des questions d'histoire particulièrement sensibles et difficiles à comprendre. Alors, on a constamment dans la polémique qui a eu lieu une confusion entretenue entre l'antisionisme et l'antisémitisme. L'antisionisme est une opinion, l'antisémitisme est un crime, reconnu comme tel et sanctionné comme tel. Il n'y a aucune obligation, même pour des juifs, dont je suis, d'être d'accord avec le sionisme. L'histoire du sionisme et du développement du sionisme le prouve à suffisance. Le sionisme, les premiers opposants au sionisme étaient au sein même de la communauté juive, c'était les bouddhistes, c'était les religieux. Je ne vais pas vous refaire cette histoire que vous connaissez parfaitement aussi. Mais dans les erreurs logiques qui ont été notamment utilisées, c'est les sionistes ont aidé, ont collaboré avec les nazis. C'est la base de la logique, c'est de ne pas faire d'un cas singulier une règle générale. Ce ne sont pas les sionistes, ce n'est pas le sionisme qui en tant que tel a soutenu le nazisme, ni même, et c'est encore plus ridicule, qui aurait utilisé le nazisme pour arriver à ses fins. Je ne sais pas qui a jamais dit ça. S'il l'a dit, il faut l'interner au plus vite.
Ce qui est vrai, et quand on se penche sur la question de la Shoah, et je pense que c'est le cas de Nicolas et de la plupart d'entre vous ici, on se rend compte que c'est une réalité historique d'une complexité absolue. Que quoi que vous imaginiez, je parle ici aussi en tant qu'écrivain, quoi que vous imaginiez, cela a pu se produire. La réalité est toujours au-delà de la fiction. On pourrait parler plus longuement du cas de Survivre avec les loups, qui en est une très bonne illustration de ce point de vue-là. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, et là aussi, je suis désolé Nicolas, tu en as apporté l'illustration tout à l'heure, c'est que tout le monde s'est référé à la pièce de Jim Allen, Perdition, pour faire dire à cette pièce ce que cette pièce ne dit pas. Parce que la plupart des gens, voire la totalité des gens qui sont impliqués dans ce combat contre Ken Loach n'ont tout simplement pas lu la pièce de Jim Allen. La pièce de Jim Allen ne raconte absolument pas l'histoire dans le temps de la guerre de certains, donc de l'affaire Karsner, de dirigeants sionistes qui auraient collaboré de manière cynique, criminelle avec les nazis pour faire aboutir leur cause. L'histoire se passe dans les années 60, en Angleterre. C'est un procès avec des personnages de fiction, totalement de fiction. Un homme qui a été collaborateur de Karsner pendant la guerre, porte plainte contre une journaliste parce qu'elle l'a accusé de collaboration avec les nazis. Et cette pièce que j'ai lue est très intéressante parce que, contrairement à ce qu'on a voulu en faire croire, elle présente toute la complexité de la situation. Elle n'est absolument pas la caricature qu'on a voulu en donner. Il est dit régulièrement combien il est facile pour nous, 70 ans après, de porter un jugement tranché sur des actes qui ont été posés à cette époque, alors que quand on avait le nez dans la situation, quand on était pressé comme les gens étaient pressés à cette époque-là, faire des choix, eh bien, en tout cas, moi, personnellement, je ne réponds pas de moi-même. Je ne sais pas ce que je ferais dans la situation de notables juifs désignés par l'occupant pour être membres du Judenrat, de ma communauté. Il est dit dans la pièce régulièrement que ces situations-là ne se seraient pas posées si les gouvernements alliés avaient entendu les messages extrêmement explicites qui leur étaient parvenus et s'ils étaient intervenus militairement pour au moins essayer d'enrayer le processus. Quand vous lisez des ouvrages comme La Nuit d'Elie Wiesel, que je connais presque par cœur, qui se passe en Hongrie au moment où les nazis arrivent, son père, qui est un des notables de la communauté, est dans une situation extrêmement complexe et qui nous semble à nous extrêmement ambiguë. Il est facile pour nous, rétrospectivement, de dire le père de Wiesel était un salaud. Il n'a pas fait ce qu'il aurait pu. Il a, à cause de son aveuglement, alors qu'il avait la possibilité de sauver sa famille, de sauver les gens autour de lui, de les mettre en garde, il ne l'a pas fait. Hein, le roman insiste beaucoup sur le retour de Moshe le Bedeau, un peu avant l'arrivée des Allemands, qui s'est échappé des camps, qui vient mettre en garde la communauté, et personne ne le croit. Personne ne le croit. Donc, si les gens avaient lu la pièce de Jim Allen, si les gens avaient pris la peine de citer tout ce que Ken Loach a dit, et pas seulement ces 2 minutes d'une interview, il faut aller la voir cette interview, elle est dans un hall de gare. Ken Loach on lui demande de prendre position sur un discours qu'il n'a pas entendu, et c'est ce qu'il essaye de dire. On ne dit pas, Nicolas n'a pas dit qu'après Ken Loach a fait des déclarations extrêmement claires sur sa position sur la question, et qu'il n'y a, je pense, absolument aucune ambiguïté de ce point de vue-là. Donc, les sionistes ne sont pas les alliés des nazis. Il y a eu des gens, dans tous les camps, qui ont fait, on peut le dire aujourd'hui, de mauvais choix, ou qui ont fait des choix qui sont discutables. Nous n'étions pas à leur place, et il est impossible de porter des jugements a posteriori. Ouais, mais je pense que je vais en rester là pour l'instant. Donc c'est vraiment ça. Donc moi je suis personnellement extrêmement heureux que votre recteur ait maintenu cette décision. D'abord parce que je pense qu'à l'ULB, le libre arbitre et la liberté d'expression est une valeur, je vais dire sacrée, mais en tout cas fondamentale. Hein. Et que, effectivement, un DHT qui ferait trop l'unanimité
ce serait juste un partage d'un gâteau que tout le monde apprécierait, mais surtout parce que les accusations qui ont été portées à son encontre sont totalement excessives, pleines de préjugés et visaient autre chose que simplement l'attribution d'un doctorat honoris causa à l'ULB. Merci Vincent Engel. On aurait envie de rebondir sur votre dernière phrase. Viser autre chose, alors viser quoi? On va maintenant donner la parole. Je l'ai dit, hein, c'est le discrédit de la gauche en général. On va donner la parole à Jean Vogel, donc président de l'Institut Liebman et qui a co-signé une tribune intitulée Ken Loach, un procès en sorcellerie, parue dans Le Soir le 23 avril, que vous connaissez sans doute tous et toutes. Et qui défend donc l'attribution de ce titre de DHC. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la tribune, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais la parole est à Jean Vogel pour une dizaine de minutes pour exposer donc les points de vue que vous avez défendus. Merci. Je pense qu'il y a dans ce débat de questions de fond importantes sur lesquelles il y a des divergences, sur lesquelles je voudrais intervenir peut-être plus loin dans la discussion, mais je voudrais d'abord, en tout cas pour ma première prise de parole, parler de ce qu'a révélé cette affaire Ken Loach au mois d'avril dernier. Nicolas a écrit dans le premier article qu'il a consacré à l'époque dans Regard, je le cite, « Les organisations juives ne contestent ni son œuvre, donc celle de Ken Loach, ni son engagement en faveur de la cause palestinienne, tout comme elles ne lui ont pas reproché de prôner le boycott académique et culturel d'Israël. Leur communiqué n'en fait aucune mention. Dans cette affaire, ce n'est pas du boycott d'Israël dont il est question. » Alors, peut-être on y reviendra. J'ai des doutes par rapport à cette affirmation, mais je suis d'accord pour la prendre au pied de la lettre. Et donc il ne s'agissait pas des positions de Ken Loach sur Israël, sur le boycott, etc. Il s'agissait de son antisémitisme et de son négationnisme. Et c'est d'abord de ça que je voudrais parler. J'ai écrit en avril, c'est un procès en sorcellerie. Et en travaillant pour préparer ce débat ce soir, j'en suis encore 10 fois plus convaincu. Sur quoi se basaient les accusations d'antisémitisme et de négationnisme? Sur 5 extraits d'interviews répartis pendant plus de 30 ans de Ken Loach. Pas 7, pas 6, 5. Ces 5 extraits ont circulé en boucle, un nombre innombrable de fois, notamment sur les réseaux sociaux, dans un sens, dans l'autre, en anglais, en français, en retraduction, et ainsi de suite. Alors, de quoi s'agit-il avec ces 5 interviews? Les 2 premières datent de janvier-février 1987, au moment de la censure de la pièce Perdition. Ensuite, il y a 25 ans se passent. Dans le monde de l'espionnage, on parle des agents dormants, dans les romans de John le Carré. Bon, Ken Loach a évidemment été un antisémite dormant pendant un quart de siècle, qui s'est donné un alibi en faisant des films sociaux. Et puis, en 2013, il y a une nouvelle interview, c'est la 3e pièce. Et finalement, il y a 2 interviews en septembre 2017, celle dont on parle toujours, qui est le Smoke Gun, donc celle donnée à la BBC dans un hall de gare, plus une où il s'explique plus longuement à la revue Ballast. Alors, je regarde simplement ces 5 extraits d'interviews et je me rappelle, quand j'étais en première année de philosophie, il y a bien longtemps déjà ici à l'ULB, j'ai eu cours avec un professeur dont c'était la dernière année avant la retraite, Chaim Perelman. Et c'était un cours sur la théorie de l'argumentation. Et je dois dire que je suis assez éloigné philosophiquement et politiquement de Perelman, mais je suis dans la position étrange de devoir quand même transmettre une petite partie de son enseignement. Perelman nous avait appris qu'il existe une logique de l'argumentation, il existe une rhétorique de l'argumentation, mais il existe aussi une éthique de l'argumentation.
On ne peut pas utiliser n'importe quel moyen pour faire triompher son point de vue. On ne peut pas recourir à tous les procédés pour écraser, évincer, abattre un interlocuteur ou un adversaire. Et c'est pas très compliqué, il s'agit essentiellement d'une éthique d'argumentation de prescription négative, hein, en tout cas au premier abord. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors je vais en donner quelques exemples, enfin quelques principes. Règle numéro 1, on n'attribue pas à quelqu'un des choses qu'il n'a jamais dites ou écrites sous prétexte qu'il pourrait les avoir dites ou que logiquement il devrait les avoir dites. Exemple, je ne vais pas le reprendre puisque on vient d'en parler, on dit Ken Loach parle de l'alliance du sionisme avec le nazisme ou de la collaboration des sionistes avec les nazis, mais c'est absolument faux, vous prenez les pas, il parle de some zionistes, certains sionistes, quelques sionistes. Donc là, c'est typiquement le procédé de tribuner ce qu'il n'a pas dit. Deuxième règle, on n'attribue pas à quelqu'un quelque chose qui a été dit ou écrit par quelqu'un d'autre. Hein. Même si il en est proche politiquement, intellectuel, n'importe quoi, si ce n'est pas lui qui l'a dit, il n'en est pas responsable. Une des 5 interviews, dont je reparlerai pour son contenu un peu plus loin, c'est une interview de Jim Allen. Jim Allen était le scénariste de Ken Loach. Ken Loach a mis en scène sa pièce Perdition, mais il n'a pas fait la déclaration qui a été faite par Jim Allen. Troisième règle, si quelqu'un dément avoir prononcé certaines phrases, ou dit qu'on a déformé, ou qu'on a caviardé, ou qu'on a dénaturé ce qu'il a dit, et qu'on ne peut pas prouver que c'est faux, c'est-à-dire on ne dispose ni d'un enregistrement, ni de témoins qui permettraient de prouver que la rectification est mensongère, on ne peut plus continuer comme si de rien n'était à citer la pseudo-déclaration initiale sans en même temps introduire la rectification qui a été apportée. À cet égard-là, l'interview qui était extrêmement citée en 2013 de Ken Loach a un site francophone qui s'appelle Agoravox, qui ensuite a été traduite et diffusée largement dans le monde anglophone, qui souvent est revenue ici dans le débat, retraduite de l'anglais en français. Ken Loach a mentionné à plusieurs reprises qu'il désavouait ce qui avait été dit. Et encore, dans une lettre adressée au soir pendant la crise, je ne sais pas si je l'ai sous la main, je la cite. Bref, enfin, de mémoire, il dit « J'ai envoyé un rectificatif à Agoravox quand j'ai pris connaissance de ce qu'il avait publié comme étant mon interview, et ils n'ont modifié que très légèrement. Donc, ils n'ont pas tenu compte de l'ensemble de sa rectification. Je pense qu'ils l'ont fait avec des intentions malveillantes. Depuis lors, Agoravox a été dénoncé, ou en tout cas suspecté d'être un site dans lequel il y avait comment dirais-je, en tout cas, disons, de la mouvance complotiste. Quatrième règle, quand quelqu'un envoie ou publie une mise au point interprétative sur ce qu'il est censé avoir dit ou sur ce qu'il a dit, je pense que le minimum est 1, de la publier, 2, d'en tenir compte également au même titre que la déclaration initiale. La fameuse interview avec la BBC en marge du congrès du Labour en septembre 2017, Ken Loach a rédigé un article de rectification pour le journal The Guardian, après que celui-ci ait publié non pas un éditorial de la rédaction, mais une opinion d'un de ses rédacteurs, Jonathan Friedland, qui est spécialisé dans la dénonciation de l'antisémitisme de gauche. Donc Ken Loach a rédigé un article. Le journal a refusé de publier cet article, et seulement ultérieurement, la même chose s'est passée avec le New York Times, et ces deux journaux seulement publiés ultérieurement, plusieurs jours après. On a reproché à Ken Loach ce délai, mais c'est un délai qui est dû à la rédaction des journaux, une très rapide
rectification de 6-7 lignes. Et en revanche, le texte intégral de l'article qui fait 3 pages et demie, vous pouvez le trouver sur le site juif Jewish Voice for Labour, qui est un site juif de gauche du parti travailliste anglais. Donc là aussi, l'existence de cet article de mise au point de rectification qui porte sur les faits. On m'a posé une question sur les déclarations de Miko Pellet, le fils du général Pellet, etc. Je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas ces déclarations, donc j'étais pris par surpris. Enfin, bon, il y a une mise au point factuelle par Kenouch pour se justifier. Il y a une prise de position d'ensemble. Cet article a été complètement ignoré dans les attaques ultérieures. Enfin, cinquième règle, c'est ce que je pourrais appeler a priori, on doit penser que son adversaire fait preuve de cohérence. Donc, ce qu'on peut appeler une charité interprétative. Vous pouvez, donc, en l'occurrence, si dans le texte auquel vous en prenez, il y a une expression ou un terme qui contredit absolument l'ensemble, qui ne fait pas sens avec l'ensemble, vous vous dites, il y a quelque chose où ça doit signifier autre chose. Exemple, dans notre cas, il s'agit du texte de Jim Allen, mais peu importe, on parle du mythe de l'Holocauste. Quand l'ensemble des négationnistes parlent du mythe de l'Holocauste, ils veulent dire mythe au sens de fiction, de quelque chose qui n'a jamais inventé, de quelque chose de purement imaginaire. Le mot mythe veut dire cela. Mais quand Jim Allen, qui fait une pièce de théâtre dont la totalité du fond est l'extermination des juifs hongrois par les nazis, peu importe ici ce qu'on pense de la pièce, il est évidemment incohérent de penser qu'il emploie le mythe dans le sens que l'Holocauste n'aurait jamais existé. Je veux dire, il se détruirait lui-même. Donc il est clair que dans ce cas-là, la charité interprétative consiste à dire le mythe a une autre signification que la signification négationniste. Quelle est cette autre signification? Alors, c'est pas la peine, on va pas faire l'exégèse de Jim Allen plus de 30 ans après, il est mort, je veux dire, on pourrait penser, je ne sais pas moi, quand Enzo Traverso parle de la Shoah comme une nouvelle religion civique, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps de parole. Donc voilà, je vais arrêter. Donc je pense vraiment que cette attaque se fondait dans ce cas-ci. Donc encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a aucun problème à discuter ou aucun problème réel qui ne soit pas soulevé en sous-texte, mais dans ce cas, cette attaque contre Kenouch était non seulement humainement injuste, mais utilisait, enfin reposait sur une violation flagrante de ce que Perelman, que je reprends ici, ont appelé l'éthique de l'argumentation. Merci Jean Vogel. Donc le temps passe et on voudrait aussi laisser du temps pour la salle, mais avant de donner la parole à la salle, je voudrais quand même laisser les intervenants réagir les uns aux autres pour 2 ou 3 minutes chacun si vraiment il y a quelque chose auquel vous voulez réagir. Est-ce que Nicolas, vous souhaitez réagir? Vincent, Jean, pour une petite prise de parole rapide avant qu'on ouvre la série de questions et d'échanges avec la salle. Oui. Vincent, tu veux quand même tout? Non, pardon. Mais il y a un point sur lequel... C'est vrai que vous creusez beaucoup l'aspect, et j'ai dit que ce n'était pas du négationnisme, que c'était autre chose. C'est plus flou, c'est plus subtil, c'est plus pervers même, je pense. Mais tout le volet antisémitisme, de la fameuse interview de septembre 2017, là-dessus, je ne vous ai pas du tout entendu, pourtant c'est très clair. Là, on n'est plus dans la charité interprétative, on n'est plus dans l'interprétation exagérée de termes qu'on lui attribuerait. Je vous ai rappelé les faits, il parle de fausses... Attendez, le terme qu'il utilise, c'est de fausses histoires d'antisémitisme, et plus tard... Alors, comment expliquer qu'après, ils veulent entamer une chasse aux sorcières contre des camarades de parti qui participent à une manifestation qui ne lui plaît pas? Parce que manifestation qui dénonce l'antisémitisme. Il y a pourtant des faits d'antisémitisme qui... Écoutez, David Rosenberg en a parlé dans le panel précédent.
Jeremy Corbyn a, à de nombreuses reprises, encore récemment au mois d'août, parlé du problème d'antisémitisme qui a été sous-estimé au sein du Parti travailliste. Et là, on a un personnage qui s'obstine à nier cela. Il faut regarder la chronologie dans ce cas-là. Je suis Oui. sur la chronologie. Je veux dire, les choses se sont empirées et je ne crois pas qu'elle donne raison à Ken Loach sur ce qu'il dit que ce sont de fausses histoires et que tout ça relève de l'imagination, d'une espèce de complot qui se joue contre Jeremy Corbyn parce qu'il aurait un positionnement pro-palestinien que certains travaillistes de droite ou ultracentristes ne supporteraient pas. Je crois qu'il y a aussi une question essentielle à soulever, et c'est pour ça que j'ai terminé avec la question qu'il faut se poser sur la place du combat de l'antisémitisme dans un parti comme le Parti travailliste. Et dans cette affaire, le positionnement de Ken Loach ouvre une certaine porte, ouvre la possibilité pour certains d'exprimer des opinions qui, auparavant, n'ont jamais eu leur place dans un parti. C'est vrai qu'il y a une longue tradition philosémite, comme la plupart des partis de gauche. Merci, Nicolas Zammerstein. Est-ce que... Bon, je veux Voilà. répondre sur le dernier point. Je pense qu'il faudrait être capable de penser simultanément le fait qu'il y a des problèmes, des cas d'antisémitisme et aussi d'aveuglement, de complaisance envers l'antisémitisme au sein du Parti travailliste, que ce parti a pris en main à régler. Je crois qu'on parlera plus de ça demain. C'est pas vraiment le point à l'ordre du jour. Et que, deuxièmement, il y ait néanmoins, enfin pas néanmoins, il y a eu aussi une tentative d'instrumentalisation de cette question pour miner Jeremy Corbyn. C'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut penser les deux simultanément. Dans le cas précis des déclarations de Ken Loach, qui est quand même pas... C'est pas un homme politique professionnel, c'est pas un dirigeant du Parti travailliste. C'est un militant. C'est un artiste qui est membre de ce parti. Ce qu'il a dit, c'est moi, en 30 ans de réunion travailliste, je n'ai jamais entendu une seule fois des propos antisémites à une réunion du parti. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Au mois d'août, durant la polémique du mois d'août autour de l'adoption de la charte de la définition antisémitisme dans la charte du parti, il y a eu notamment dans le Guardian une déclaration de 35 ou 40, je ne sais plus, je peux la retrouver facilement, intellectuels juifs membres du parti, y compris des profs de sciences politiques renommés qui viennent ici régulièrement à l'ULB, qui disent, moi, en tant que membre du parti, je n'ai jamais entendu à une réunion des propos antisémites. Est-ce qu'ils mentent tous ? Non, je crois qu'il y a une explication beaucoup plus simple. C'est que cet antisémitisme et les exemples qu'on donne de l'antisémitisme de la part de militants, de membres du Parti travailliste, c'est un antisémitisme sur les réseaux sociaux. C'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur des choses comme ça. C'est une chose. Ça ne veut pas dire que ces gens, dans des réunions du parti, expriment des opinions antisémites ou peuvent le faire impunément. Je ne dis pas que la situation ne peut pas se présenter, je veux dire que je ne suis pas anglais, je ne suis pas membre du Parti travailliste, mais il y a là une volonté de suspicion a priori quand quelqu'un dit « moi je n'ai jamais entendu quelque chose d'antisémite à une réunion du parti », on dit « vous voyez comme il ment, comme il cherche à couvrir la situation ». Et là, je veux dire, il était, pour vous, Corbyn était coupable dès la première seconde. C'est pour ça que c'est un procès qui était faussé. Il n'y avait pas moyen de balancer ou d'essayer de comprendre les choses en question. Cette fameuse interview, elle est effectivement, qui est une interview sur un quai de gare, où on lui pose des questions sur quelque chose dont il ne sait pas. C'est un studio, quand même. C'est pas un studio. Pardon ? C'est pas un studio, c'est un studio aménagé, mais quand même. Il y a un boucan monstrueux. C'est pas un on va vieux pas la schnock défendre, non plus. c'est très maladroit. Moi, je trouve insupportable de passer, quand on pose une question sur l'antisémitisme, de passer tout de suite à la contre-attaque en disant Israël, etc. Bon, je trouve que c'est le genre de réflexe et c'est le genre de choses que, pour le moment, à l'intérieur du Parti travailliste, il faut une pédagogie pour dire il faut apprendre à dissocier les questions. Mais à partir de là, et surtout quand le type s'est donné là, excusez-moi de parler
simplement, enfin, le type, Ken Loach s'est donné la peine d'écrire 3 pages d'articles après pour expliciter, justifier, déplier sa position et faire comme si ce texte-là d'explication, d'éclaircissement n'existait pas et continuer. Bon, elle fait 6 lignes, hein, cette interview, une fois qu'elle est transcrite. Il y a 3 répliques, quoi. Et continuer comme ça, c'était le smoking gun. Je trouve ça de l'acharnement. Merci Jean Vogel. Dernière prise de parole avant de donner la parole à la salle. Donc Vincent Engel va donner quelques... Moi, je suis quand même heureux qu'on ait ce débat 6 mois après parce qu'on se rend compte que les accusations contre l'autre se dégonflent. Là, aujourd'hui, à tout au plus, il pourrait être coupable d'avoir sous-estimé ou sous-évalué un possible antisémitisme de la part de certains membres du parti du Labour. Ça n'est plus grand-chose à côté de ce qu'on accusait au début d'être un antisémite, un révisionniste, un négationniste et je ne sais quel autre crime monstrueux. Alors, effectivement, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du Labour et vous en parlerez, on en a parlé tout à l'heure, vous en reparlerez demain, mais Jean a apporté une rectification qui est déjà tout à fait juste en remettant cette déclaration dans son contexte. Quand on est attaqué, comme le Parti travailliste anglais a été attaqué à travers la personne de Corbyn, et qu'on est attaqué sur des éléments pareils, effectivement, on en vient parfois peut-être à minimiser des réalités. De la même manière que les sionistes aujourd'hui minimisent les comportements de certains d'entre eux qui ne sont pas représentatifs du sionisme dans l'absolu pendant la guerre, effectivement, eux le minimisent. Et ils viennent dire, ceux qui dénoncent ces actes en singulier veulent faire une loi générale. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est faux, c'est pas du tout ce que dit la pièce. Donc je pense qu'au final, il reste rien des accusations qui ont été portées contre Ken Loach par rapport à l'attribution de ce doctorat honoris causa. Et surtout les accusations portées à l'encontre de l'équipe rectorale de l'ULB qui avait choisi ce docteur honoris causa, parce que c'est quand même de ça qu'il est question ici. Merci.